Bonjour à Bonjour, tous. bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire dans le cadre des rencontres CSE. Je me présente, Benjamin Combe, je suis coordinateur aux ateliers durables. Je suis formateur sur les questions de qualité de vie au travail et de responsabilité sociétale des organisations. Bonjour à tous, moi c'est Céline, donc je travaille avec Benjamin et je m'occupe de la communication des ateliers durables. Et je vais être aujourd'hui avec vous pour co-animer ce chat, pouvoir transmettre vos questions à Benjamin, s'assurer que tout se passe bien. Voilà, on a 45 minutes ensemble. Alors, n'hésitez pas, je vois que ça commence sur le chat. Capucine, Jean-Michel, bonjour à tous. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez. Et puis voilà, quelle est votre fonction éventuellement. Ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus aussi de notre côté. Voilà. Tout à fait. On va être donc sur, voilà, on a dit Benjamin 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions voilà, tout le long du webinaire dans la partie questions. On essaiera d'y répondre à la fin. Donc, si vraiment on sent que c'est le moment d'y répondre, je prendrai la parole pour interrompre Benjamin. Mais voilà, ça va être assez dense. On a une bonne présentation à vous faire. Donc, n'hésitez pas à les poser et ne vous inquiétez pas, on y répondra à la fin. Ou alors, s'il y en a beaucoup, on essaiera de faire au max, quoi. Super. Bah, écoute, merci Céline. À tout à l'heure, du coup, depuis le chat. À tout à l'heure. Euh, Peut-être dire un mot, ceux qui connaissent pas les ateliers durables, on est un collectif, on rassemble plus d'une centaine d'intervenants partout en France, donc des professionnels de la santé, de la qualité de vie au travail, de l'écologie, et on accompagne sur tout ce qui est transition des organisations vers des modèles plus vertueux et plus attentifs au bien-être des équipes. Voilà. Donc c'est à la fois des ateliers, des formations, des journées santé, bien-être, que ce soit en présentiel ou à distance. Et donc, depuis mars, on reçoit des demandes quotidiennes d'intervention, que ce soit des services RH, que ce soit des services de santé au travail, que ce soit des comités d'entreprise. Et ça nous place dans une situation, on va dire, d'observateur de ce qui se passe, de ce que les salariés vivent sur le terrain et des difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, c'est cette expérience-là que je vais vous partager aujourd'hui, avec quand même une certaine humilité, parce que c'est un sujet qui est complexe, avec des situations qui sont contrastées, et on manque de données aussi sur le sujet. Donc, je vous propose justement, peut-être pour démarrer, si Caroline de l'équipe peut nous envoyer peut-être le premier sondage pour que moi aussi, j'en sache un petit peu plus sur votre situation à vous. J'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous diriez que votre métier actuel peut être exercé ou non en télétravail? Alors, oui, sans difficulté, oui, mais avec des difficultés, ou non. Voilà, je vous laisse le temps un petit peu de répondre. C'est une question qui a été posée par le ministère du Travail là, début novembre, un certain nombre d'enquêtés. Voilà. Céline, peut-être? Alors, ouais, là, vous êtes pas mal à répondre. Donc, les chiffres varient encore, mais je crois qu'on s'oriente plus vers oui sans difficulté à 2/3 des réponses pour l'instant. Voilà, ça bouge un petit peu, mais à peu près, ouais, vous êtes 67-70% à pouvoir exercer votre métier actuel en télétravail sans difficulté, à peu près 20% oui, mais avec difficulté, et vous êtes entre 10 et 15 à ne pas pouvoir l'exercer en télétravail. D'accord. Donc, on a un échantillon qui n'est pas forcément hyper représentatif de la population, hein, puisque la question qui a été posée par le ministère, on a 40% des personnes qui déclarent que leur métier ne peut pas être exercé en télétravail, hein, et 36% seulement qui déclarent pouvoir le faire sans difficulté. Il y a encore un autre quart qui dit voilà, pouvoir le faire, mais avec des difficultés. Je vous donne quelques résultats de cette enquête, parce que c'est intéressant quand même ça montre justement les contrastes dans les situations des personnes. Pour les salariés qui sont sur site, pour lesquels leur entreprise a mis en place un protocole sanitaire, il y en a quand même 26% qui déclarent ne pas se sentir protégés sur leur lieu de travail. C'est quand même un chiffre assez important. Et pour les télétravailleurs, il y en a 41% qui déclarent se sentir isolés. Donc, il y a quand même une inquiétude et voilà, et une situation qui est assez différente suivant les personnes. Je vais attaquer donc ma présentation qui sera en 3 temps. D'abord, on va parler on va faire un premier état des lieux, voir en quoi la crise actuelle fait écho à une triple rupture qui est technologique, sociale, sociétale, et quel impact ça a sur la santé des salariés. Ensuite, on verra les défis que ça pose pour vous, hein, en tant qu'élu, délégué du personnel ou responsable RH, dans votre fonction, au contact des équipes. Et puis enfin, on abordera quelques leviers d'action possibles. Alors, quelques faits quand même majeurs avec cette crise. On peut constater un certain nombre de choses. D'abord, il y a une redistribution des cartes. Il y a des personnes que ça a sauvées, hein, qui étaient proches, par exemple, du burn-out,
qui se sont retrouvés du jour au lendemain en activité partielle, bien obligés finalement de recréer un autre équilibre. On a des gens qui vont affronter des situations très différentes. Ceux qui étaient en activité partielle, par exemple, les points les plus critiques, c'était notamment tout ce qui était peur sur l'avenir professionnel, le manque de lien avec les collègues. Pour certains, ça a été l'impact aussi sur les salaires. Et puis, il y a toute la population des nouveaux télétravailleurs. Il y a aussi les personnes qui ont été sur site, qui ont eu d'autres préoccupations. Et puis, au sein même de ces catégories-là, on a des vécus qui sont très différents. Face au télétravail, par exemple, il y a certains qui ont vraiment goûté la libération d'un certain nombre de contraintes, des transports, de la représentation, de plus avoir à aller le matin s'habiller, etc. Quand d'autres, ils vont trouver un isolement ou une charge mentale augmentée. Donc, ça a été, vous voyez que on a vraiment des ressentis très différents. C'est peut-être l'occasion, Caroline, peut-être de lancer le deuxième sondage. Deuxième question que je voulais vous poser. Est-ce que pour vous, le télétravail augmente le stress que vous ressentez au travail? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette affirmation? Donc oui, tout à fait, oui plutôt, non plutôt pas ou non pas du tout. Alors c'est pareil, on vous laisse un petit peu le temps de répondre parce que les chiffres vacillent pas mal. On a l'avantage qu'on a une population qui était assez à l'aise en télétravail, de ce que j'ai compris. Qui pouvait télétravailler facilement en tout cas. Alors pour l'instant, c'est pareil, on s'augmente sur des résultats à 2/3 sur non plutôt pas. Donc c'est-à-dire que vous ne ressentez pas forcément plus de stress à être en télétravail. Ça a l'air de se stabiliser. On est sur autour de 20%, 20-25% sur non pas du tout, ce qui est très bien. Et puis 10 à 15% sur oui plutôt. D'accord. Donc vous voyez, c'est assez étonnant hein, ces chiffres. Hein. Le télétravail finalement a été réducteur de stress pour beaucoup de personnes et vous en faites partie. Et la question a été posée par le ministère du Travail et on a des chiffres à peu près du même type. Hein, 70% des personnes finalement se sentent moins stressées en télétravail. Donc on a une population qui vit ça plus difficilement, mais elle est finalement plus marginale. Alors qu'on aurait pu croire que l'isolement aurait pu être vraiment très difficile à vivre, et il l'est pour certains. Il reste quand même que, pour la majorité, c'est une situation qui est plus agréable en tous les cas sur le stress. Un autre constat important, c'est l'irruption de la vie privée dans la sphère professionnelle. Alors, ceux qui croyaient encore qu'il y avait une frontière entre les deux, ils ont revu leur opinion. Moi, j'en suis convaincu depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on amène toujours ses problèmes perso au boulot et l'inverse. Aujourd'hui, avec le télétravail, on en sait d'une certaine manière davantage sur son collègue. S'il habite un petit appartement, combien il a d'enfants, s'il a un chat qui adore sauter sur son écran. Voilà, ça c'est mon cas. Tout ça, ça nourrit finalement un changement profond de notre rapport au travail. Et puis enfin, je tiens à dire que voilà, on est obligé d'avoir une certaine prudence aujourd'hui. Il est encore tôt pour tirer un bilan de l'impact de la crise sur la santé des travailleurs. On ne mesure pas les effets à long terme. Typiquement sur le télétravail, on peut très bien apprécier sur le moment la liberté que ça offre et s'inquiéter de la distanciation des liens entre les travailleurs. On a aussi des biais d'analyse, ça il faut en avoir conscience. La qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est souvent porté par des cadres supérieurs, des personnes diplômées, qui ont une appétence, qui ont, par exemple, sur les questions de recherche de sens. Mais si vous demandez à des personnes de leur âge qui ont des métiers plus alimentaires ou moins valorisés par notre société, comme caissiers dans la grande distribution, ils auront certainement d'autres leviers qui sont plus orientés sur la sécurité de l'emploi ou sur la reconnaissance de la performance. Donc, il faut avoir conscience de ce biais-là. Enfin, il faut dire qu'il n'y a pas de normes en matière de qualité de vie au travail et qu'il faut à chaque fois analyser de manière très contextuelle en fonction de ce que vit votre entreprise. Par exemple, pour moi, il n'y a pas de nombre de jours de télétravail idéal. Ça va dépendre vraiment de votre secteur d'activité, ça va dépendre aussi des personnes, de l'effectif. Alors, si on se penche maintenant sur les grands déterminants de la qualité de vie au travail et comment ils ont pu être perturbés par la crise, nous, on a développé un schéma avec, vous voyez sur la gauche, un peu en cible de fléchette, avec cette dimension de la qualité de vie au travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant sur ces différentes dimensions. Vous voyez qu'il y a quand même au cœur le contenu du travail. Donc, c'est vraiment ce que les sociologues mettent le plus en avant, les sociologues, les analyses du travail, c'est-à-dire la charge de travail, l'autonomie, etc., le rapport qu'on a à sa mission, jusqu'à d'autres éléments aussi très importants comme l'équilibre, jusqu'à l'équilibre personnel qui fait pour moi également partie de la qualité de vie au travail.
Donc, si vous voulez creuser ça, on a édité un guide de la qualité de vie au travail sur notre site qui est très complet, qui reprend chacune de ces dimensions. Je vous invite à aller voir. Là, je voulais insister sur trois points de vigilance. Le premier, c'est les conditions de travail. Et là-dessus, on a vu qu'il y avait une grosse différence avec ce qu'on avait vu cette année pour les personnes qui étaient sur site. Le port du masque 8 heures par jour, avec une hausse des cadences pour certains. Je pense aux entrepôts logistiques, par exemple, qui ont travaillé à plein pendant la période, mais aussi à la maison. Nous, notre collectif, on a été très sollicité sur un certain nombre de sujets de santé. Les postures de travail à la maison, l'alimentation, le stress, les addictions aussi, comme le tabac ou l'alcool. Il faut se dire que typiquement sur l'alcool, la seule population pour laquelle la consommation a augmenté pendant le confinement, c'est la population des télétravailleurs. Parce que pour les jeunes, avec la sortie, avec le fait qu'il y ait moins de possibilités de sortie, ça a diminué. Mais pour les télétravailleurs, la consommation a augmenté. Deuxième point que je voulais aborder, deuxième point de vigilance, c'est les rythmes de vie. On a beaucoup parlé des changements d'espace avec le télétravail, mais c'est aussi un grand bouleversement du temps, du rythme. Bien sûr, pour les nombreux salariés qui sont en activité partielle, qui ont dû se reconstruire un nouvel équilibre, mais aussi pour, à l'inverse, ceux qui se sont mis à exploser leurs horaires. La tentation, elle est grande si vous êtes workaholic, de vous jeter sur vos mails à 7h30 le matin pour les quitter à 22h le soir. Et là, c'est formidable parce qu'en plus, vous avez réussi à économiser les temps de trajet. Donc, voilà. Mais quel effet ça va avoir finalement à long terme sur la santé et l'efficacité? On peut être inquiet. En plus, je vous rappelle que le confinement qu'on a connu, ce n'est pas un télétravail qu'on connaît encore, ce n'est pas un télétravail normal. Ce n'est pas un télétravail qui permet de sortir le soir, d'aller se promener, de voir sa famille et ses amis, d'avoir des loisirs. Voilà. Toute la vie à l'extérieur du domicile a quasiment disparu. Troisième sujet d'inquiétude sur ce volet-là, c'est le contrôle qui a pu se faire, qui a pu se renforcer, notamment sur le contrôle à distance, qui a eu un effet dévastateur pendant la crise. Donc, certaines organisations qui ont favorisé tout ce qui était réunion Meet via les Zoom, les Skype, les Teams, etc., ce qui peut être épuisant pour le cerveau. Et ceux qui avaient affaire à des managers qui ont cet état d'esprit-là, voilà, qui souhaitent par exemple contrôler l'agenda de leurs salariés, ils ont beaucoup souffert pendant la période. Il y a eu des cas de tracking du temps, du clic, etc. Il y a eu un appel à témoignages, notamment du magazine 20 minutes. Voilà, si vous avez l'occasion de voir, c'est assez inquiétant. Alors, si on prend un petit peu de recul, et je vois Béatrice qui demande, voilà, est-ce qu'on va parler que du télétravail? Non, on va parler également de ce que vivent les personnes qui sont en première ligne et qui sont aujourd'hui, surtout que voilà, comme on l'a dit, je vous l'ai dit au départ, on a quasiment la moitié des personnes qui ne sont pas en télétravail et qui ne peuvent pas faire du télétravail. Donc, on va voir justement pour ces personnes-là quelles sont les implications que ça peut avoir, surtout sur ceux qui ont été très sollicités, qui ont été stressés avec des charges de travail plus importantes. Si on prend un peu de recul depuis le risque pour la personne vers ce qu'affrontent nos organisations, on s'aperçoit qu'il y a quand même une triple rupture. C'est ce que je disais au départ. Il y a une rupture qui est technologique, sociale et qui est sociétale. Et c'est à ça qu'on a affaire aujourd'hui. La rupture technologique, c'est déjà avec les outils digitaux, évidemment. Ça a pu faire ressortir aussi dans certaines organisations une fracture entre générations. Et ça, voilà, ça peut aussi nourrir une certaine difficulté à créer du lien entre les personnes. Mais ça ouvre aussi des perspectives qui peuvent être intéressantes en termes d'organisation du travail. Il y a aussi une rupture qui est sociale, avec une fragmentation des espaces et des collectifs de travail, une fragmentation du temps également, puisque les horaires aussi se personnalisent de plus en plus. Et puis, il y a la distance physique et il y a la question des gestes barrières qui, en fait, ont tendance à cristalliser une forme d'individualisme, on pourrait dire, et qui est très difficile à vivre pour de nombreux travailleurs. Et en même temps que ça, on voit des formes de solidarité qui apparaissent aussi. Enfin, il y a une rupture qui est culturelle, qui est environnementale, avec des entreprises au comportement citoyen ou pas, avec des entreprises, des cultures d'entreprise qui des fois favorisent le management par la confiance et la participation des salariés, et d'autres qui au contraire
penche complètement sur une vision très hiérarchique et sur le contrôle puissant quoi, sur les salariés. Donc là aussi, il y a un choix qui s'opère. Et je trouve que la crise a bien souligné finalement ce niveau de maturité ou d'immaturité de certaines orgas face à ces questions qui sont des questions humaines, des questions RH. Voilà. Et il y a des sociétés comme, je ne sais pas, je pense à Peugeot par exemple, qui a fait des effets d'annonce en essayant de pousser le télétravail à 3,5 jours par semaine, qui essaie de montrer dans quelle mouvance ils essaient de se situer. Et par rapport à ces ruptures que je décris, finalement, le Covid a plus accéléré les choses qu'elle les a profondément changées. Donc, c'est plus une accélération parce que ces problèmes, certains étaient déjà présents. Voilà. En tout cas, on peut de tout ça, on peut s'en inquiéter ou on peut essayer de s'y adapter. On peut essayer de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et moi, je pense qu'on a acquis des nouvelles compétences aussi pendant ce premier, pendant le premier et le second confinement. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je sais que nous, par exemple, on a monté un atelier sur les compétences acquises par les parents pendant le premier confinement, pour aussi valoriser tous ceux qui ont bossé avec leurs gamins dans les pattes pendant plusieurs mois. Voilà, il y a des choses qu'on en a retirées. Donc, c'est intéressant de se poser aussi ces questions des nouvelles compétences qu'on a pu acquérir. Alors, je voulais passer à la deuxième partie de l'intervention pour voir un petit peu quels sont les défis et les nouvelles questions du travail que pose la crise. Céline, est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions avant que j'attaque cette partie? Eh bien, écoute, non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais n'hésitez pas, dans la partie questions, à nous poser vos questions. Merci. Donc, alors, je parle de ces différents défis qu'on peut identifier. Le premier, c'est qu'on a vu avec la crise qu'il y avait des situations très inégales, à la fois aussi sur la façon dont elles étaient vécues par les personnes. Et voilà, on n'est pas tous égaux par rapport au travail que l'on fait. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ce qui a été difficile, c'est que notamment pour les chefs d'équipe, les managers, ça a été d'identifier les personnes qui étaient en difficulté quand on n'a pas finalement ce temps où on est des fois tous ensemble. Pour les gens qui étaient à distance, ça a été compliqué d'avoir le ressenti finalement de leur équipe et de savoir où étaient les priorités. Alors, vous avez la possibilité en tant qu'élu de mettre en place par exemple des enquêtes et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous pouvez, d'une certaine manière, c'est assez simple. Il suffit d'aller peut-être au contact de 5 travailleurs, d'aller discuter de leurs problèmes, d'aller vous réunir ensuite pour dégager une synthèse, essayer de le présenter ensuite en réunion et essayer de soulever quels ont été les problèmes qui sont rencontrés. Ça peut se faire sur site, ça peut se faire aussi en télétravail. Ce qui est important, c'est que ces indicateurs et ces informations que vous allez pouvoir remonter, elles soient liées à des actions opérationnelles. Ça peut être des questions très basiques du type qu'est-ce qui vous manque comme matériel pour pouvoir être à l'aise en télétravail. Et là, il y a des choses importantes qui vont pouvoir ressortir. Il y a encore 10% des télétravailleurs qui n'y arrivent pas pour des questions de matériel. Donc, c'est inquiétant. Par rapport aux questions des inégalités, il y a aussi une autre manière d'agir, c'est d'essayer de penser en termes de compensation. Et notamment par rapport à ceux qui ont été en première ligne, c'est ce qui a été fait chez Auchan, par exemple, où il y a une prime qui a été faite pour les collaborateurs qui étaient présents physiquement. Ces questions des compensations, elles se posent pour tous. Moi, je trouve, par exemple, que c'est assez injuste quand une entreprise va bien de laisser les salariés seuls assumer le coût du télétravail, le fait de privatiser une partie de son domicile au profit de l'entreprise, si celle-ci, à côté de ça, peut économiser sur ses bureaux. Voilà, quand on sait le prix, par exemple, du mètre carré à Paris, on peut s'interroger. Deuxième défi qui se pose, c'est la question de l'incertitude et de l'insécurité professionnelle. Et alors là, le Covid nous a plongé dans une profonde période d'incertitude. C'est-à-dire qu'on avait une menace qui était invisible, on n'avait pas de données fiables, on avait une vision à peine, je sais pas, une semaine, 2 semaines, impossible de se projeter. Et donc, voilà, ça a été difficile. Et plus on essaie en fait de comprendre, plus on tente de s'informer, plus on est souvent noyé dans les incertitudes.
Donc ça se sent beaucoup, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi je vois auprès de mon entourage, entre les gens qui sont branchés sur les infos et qui sont angoissés, et ceux qui prennent au contraire leur distance avec l'info et qui finalement ont beaucoup mieux vécu cette année. Voilà. En réalité, cette question d'incertitude, elle n'est pas totalement nouvelle, hein, avec la digitalisation, avec les réorganisations, les fusions, l'incertitude, elle est là dans le monde professionnel depuis longtemps. Avec les questions de l'intelligence artificielle, avec les questions de l'urgence écologique, cette incertitude, elle risque de s'accélérer. Donc, il faut savoir vivre avec. Je voyais dans les nouvelles, là récemment, il y avait Boris Johnson qui annonçait qu'il voulait bannir les moteurs thermiques en 2030. Ça veut dire globalement qu'en gros, tous les métiers de l'industrie automobile s'arrêtent et les équipementiers s'arrêtent tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, comment on vit ça quand on est un salarié du secteur? C'est difficile. Comment vous aussi, à votre niveau, qui accompagnez ces personnes, vous pouvez faire quelque chose pour anticiper sur ces questions d'obsolescence des métiers. Voilà. Le risque quand on a à gérer ça, c'est de s'arrêter de parler et d'agir. Et ça, ce serait terrible pour les équipes. C'est pour ça que c'est important de rassurer et d'essayer de le faire avec le plus de transparence possible, même si des fois c'est difficile. Mais imaginez-vous que, je sais pas, vous êtes dans un avion, et vous traversez des turbulences et puis personne ne vous dit rien. Vous êtes à votre siège et puis ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, se reprend. Voilà. En fait, vous dites qu'on va essayer de me cacher quelque chose. Enfin, voilà. C'est important qu'il y ait un commandant à bord, quoi, quelque part, ou au moins une personne qui soit là et qui passe un message et qui dise, voilà, de manière honnête, OK, on va traverser une zone de turbulence, ça durera tant, ça va secouer, mais on va s'en sortir ensemble. Donc, essayez de garder le plus de transparence possible par rapport à ça si la situation est difficile dans vos organisations. Et au niveau personnel, c'est ce que disent nos intervenants qui sont coachs, c'est par rapport à cette incertitude, c'est l'importance de lâcher prise, de savoir lâcher prise. Le problème, c'est qu'on est dans un monde de l'entreprise où on veut tout contrôler, tout maîtriser. Là, on ne maîtrise pas les modes de contamination, la fin du virus, est-ce qu'il va y avoir une troisième vague, etc. Donc, il faut savoir se dire, ce qui ne dépend pas de moi, je ne dépense pas d'énergie dessus. Voilà. C'est un peu la théorie des petits pas. Ça, je maîtrise, je me concentre dessus et j'avance. Alors, troisième, oui, Céline. Oui, Benjamin, excuse-moi de t'interrompre. J'ai des questions qui sont liées au télétravail. Oui. Est-ce que je te les pose maintenant ou est-ce que tu préfères qu'on y réponde à la fin peut-être? C'était plutôt lié au comment faire valoir le paiement des frais liés au télétravail par l'employeur quand celui-ci ne veut pas ouvrir de négociation. D'accord. Il faut monter je pense, un argumentaire sur le sujet, c'est-à-dire que essayer de relever les situations, faire ressortir les situations professionnelles, c'est-à-dire pas l'amener de manière un peu dogmatique, mais essayer de l'amener de manière assez pratique de situations de salariés que vous avez pu relever et de les faire remontrer pour voir en quoi ça représente un coût financier pour les salariés. Pour pouvoir aussi objectiver et pouvoir mettre pouvoir, comment dire, se rendre compte ce que ça représente en termes d'argent, quoi. Si c'est un premier élément de réponse. D'accord, très bien. Très bien. Alors, je vois qu'on a d'autres questions sur le télétravail. Pour encadrer au mieux le télétravail, il faudrait un accord. Est-ce qu'on aurait un modèle d'accord? Enfin, comment ça se passe du coup? Alors, il n'y a pas de modèle générique d'accord. C'est vraiment à chaque entreprise d'essayer de construire le sien. Ça demande d'abord d'étudier vers quel modèle vers quel modèle de télétravail vous avez envie. Et ça, c'est vraiment une négociation et à voir en fonction des postes et des souhaits des salariés. C'est d'abord, avant tout, d'arriver à étudier les situations que vivent les équipes pour pouvoir identifier, et puis aussi les questions d'organisation de la production, pour arriver à relier tout ça, pour pouvoir faire une première proposition de votre côté peut-être. Très bien. Écoute, on a une dernière question qui est toujours liée sur ces accords télétravail et ces paiements. Quand l'accord existe déjà, mais du coup, les remboursements de frais n'étaient pas d'actualité avant, maintenant ils le sont plus. Comment ça se passe? C'est un peu lié, j'imagine, à la réponse de ta première question sur ouvrir ces négociations.
Excuse-moi, Céline. Alors, on a une question de Cathy qui était sur donc, quand un accord Oui, télétravail existe déjà, et oui, donc, dans cet accord, les remboursements de frais n'étaient pas d'actualité. oui. Mais maintenant, avec la crise, on est beaucoup plus au domicile et donc on a plus de frais générés. Donc, pareil, comment ça se passe? Ça rejoint un peu la première question qu'on avait. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est plus, c'est arrivé à quantifier en fait, à Mhm. quantifier ce que ça va représenter. Très bien. Merci. C'est tout pour les questions en télétravail pour l'instant. Je te laisse retourner aux défis que nous pose cette crise. Ça marche. Merci. Donc, troisième défi que je voulais poser, et je pense que c'est un des gros chocs enfin voilà, qu'on a tous ressenti avec le Covid, c'est la question de la distance physique. Et rappeler qu'on a un rapport qui est corporel en fait au travail. Qu'on se fait la bise, qu'on aille se balader dans les couloirs, qu'on partage voilà, un temps à la machine à café ou au resto d'entreprise. Voilà. Et que là, pour beaucoup d'entre nous, le seul rapport physique au travail, ça a été le rapport finalement à l'écran, avec les problèmes qu'on connaît de fatigue oculaire, etc. Mais surtout, c'est enfin, c'est une forme d'appauvrissement finalement de notre expérience sensible du travail. Et ce lien, on ne peut pas vraiment uniquement faire le procès du digital. Moi, je pense que je suis assez pro-digital. Je trouve que ça simplifie plein de choses. Voilà, et on ne peut pas dire que d'un côté, il y a le digital qui est complètement désincarné, de l'autre côté, il y a le présentiel où on crée du lien. On peut très bien animer des super ateliers, des fois en digital, et avoir une bonne ambiance. Mais c'est sûr qu'à plus long terme, le lien entre le salarié et l'entreprise risque de se distendre. Voilà. Et surtout du fait qu'on perd en moments informels, et c'est des moments qui enrichissent énormément le travail. Là-dessus, c'est les managers qui sont en première ligne pour essayer de maintenir la cohésion des équipes. Et c'est vrai que le management à distance, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des formations dessus. Il y a un guide du télétravail, d'ailleurs, qui a été fait par les services de la région Île-de-France, les services RH, qui est très bien fait, qui rappelle l'importance de donner du sens, de garder une continuité, de garder des rituels au sein des équipes. Donc, je ne sais pas si Céline, tu peux mettre le lien de ce guide, voilà, de le retrouver pour le mettre dans le chat. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a des fiches pratiques qui sont très bien faites. Dernier défi, c'est la question de communiquer malgré nos différences. On a moins de contact physique. C'est aussi moins de mixité sociale. L'entreprise, c'est un des rares endroits où on peut se croiser, on peut se parler, échanger, tout milieu socio confondu. Et là, la crise, elle a créé aussi de nouveaux clivages là-dessus. Enfin, c'est mon sentiment entre la confiance, la méfiance sur les institutions, le port du masque, le respect du confinement, et pareil dans les entreprises, entre les pros, les anti-digitales, etc. Et par rapport à tout ça, par rapport à ces questions de communication, de médiation, il y a des outils qui existent. C'est important de les diffuser, de les favoriser dans vos structures. Nous, on compte plusieurs formateurs sur tout ce qui est communication non violente, par exemple, au sein du collectif. Et je suis convaincu, à titre personnel, de l'importance de ces outils en ce moment. Malgré la distance, en fait, il faut arriver à apprendre à se reconnecter les uns aux autres. Et voilà. Et ça demande 3 composantes que sont l'empathie pour soi, l'expression authentique et l'écoute de l'autre. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ça, c'est des choses qu'on peut développer par la suite en atelier, mais être capable justement d'arriver quand même à être à l'écoute de quels sont mes besoins fondamentaux, être en contact de ça, c'est la base pour arriver finalement à connaître, que ce soit notre fatigue physique, que ce soit les émotions qu'on ressent, etc., d'essayer de repérer ça pour pouvoir ensuite clarifier et s'exprimer de manière authentique et claire auprès de vos collègues. Je donne un exemple peut-être. On peut dire j'en ai marre, c'est du grand n'importe quoi, il n'y a plus de cohésion dans l'équipe, voilà. Ou alors on peut essayer de faire le tri, de se questionner et de se dire ok, en fait, je suis fatigué, en fait j'ai peut-être besoin de plus de temps pour moi. Non, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est des temps de pause entre deux visios, par exemple. Voilà, et c'est ça qu'il va falloir que je demande. Donc, on a tendance des fois à simplifier, à généraliser, mais parce qu'on n'a pas fait cet effort de clarification pour soi. Je vous invite, si ça vous intéresse, ces sujets, et là c'est vrai que c'est des choses essentielles, mais j'ai conscience d'aller un petit peu vite. On organise un webinaire mi-décembre avec une de nos coachs, Valérie Elkala, sur la question de la gestion des rythmes notamment, et elle abordera aussi cette question de comment on arrive à recréer du lien au sein des équipes.
Donc, peut-être Céline pourra mettre le lien dans le chat. J'attaque la dernière partie du sujet. Je voulais vous inviter sur quelques pistes d'action. Alors, c'est forcément parcellaire, mais j'avais envie d'amener quelques sujets en particulier, de manière un peu plus concrète. Il y a la question d'ouvrir des lieux de discussion. Avec le Covid, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de l'importance du rôle des comités d'entreprise, de son rôle stratégique et moins administratif. On en revient finalement au rôle fondamental, qui est vraiment d'assurer une expression des salariés, de comprendre, d'identifier leurs besoins, de permettre leur prise en compte dans les décisions, et puis en même temps de promouvoir la santé, la sécurité, l'amélioration des conditions de travail. C'est vraiment ça la mission. Et je dirais que là, on a vraiment été à l'épreuve, quoi. J'imagine que votre charge de travail a dû quand même sacrément augmenter pendant la période. Par rapport à ça, ce qui est possible de faire, c'est peut-être de monter des groupes de travail. Donc, c'est pour essayer de développer ces espaces d'écoute, c'est de créer un espace de confiance, demander aux gens comment ils vont. Ce qui est important, c'est vraiment faire de la qualité de vie au travail. Ce que je dis, c'est briser le silence, quoi. C'est vraiment arriver à ouvrir le dialogue là où c'est parfois compliqué. Ça peut être un groupe de travail sur la gestion des rythmes, sur les outils numériques, voilà. Ça peut prendre la forme d'un café thématique, mais c'est vraiment oser créer ce temps-là. Nous, on le fait à travers des ateliers, par exemple. Alors là, je vous ai mis quelques sujets d'ateliers qu'on anime, qu'on a animé beaucoup sur la période, des ateliers collectifs à distance pour parler de santé et de télétravail, de comment cultiver sa résilience, de gérer sa surcharge numérique. Je dirais, quel que soit le sujet, ce qui est important, c'est de se lancer. Et voilà, c'est plus un prétexte parfois, simplement pour amener le dialogue, pour libérer la parole, pour que les gens puissent parler de leur travail, de ce qu'ils ont vécu, se sentir moins seuls. Et puis, c'est aussi simplement envoyer un message qu'on prend soin d'eux. Et puis, parfois, il faut aussi avoir conscience qu'on peut aussi faire appel à des professionnels extérieurs, parce que c'est pas évident d'aller parler à son manager, c'est pas évident d'aller parler à son RH quand on rencontre une difficulté, c'est pas évident d'aller parler à son délégué du personnel. Il y a le ministère du Travail qui a mis en place une ligne d'écoute pour les télétravailleurs, une ligne d'écoute de soutien. Donc peut-être, Céline, si tu peux mettre le lien, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, ça a été mis en place à l'occasion du second confinement. Il y a des cellules d'écoute psychologique qui existent également. Nous, on a mis en place une plateforme d'écoute, de mise en relation des salariés avec des professionnels de la santé et de la qualité de vie au travail. Ça s'appelle Wello, et c'est aussi une manière, si vous voulez, d'offrir un espace anonyme où les gens se sentent en confiance quand ils se sentent pas bien un moment dans leur boulot. Deuxième piste d'action. Alors là, c'est peut-être des choses qui sont à plus long terme, et c'est plus par rapport à la triple rupture dont je parlais au départ, à la fois technologique, sociale et sociétale. Il me semble urgent d'essayer d'orienter les budgets de formation vers une transformation plus positive de l'organisation et vers une meilleure contribution à la société en général. Là-dessus, vous avez la possibilité d'essayer de donner cette inflexion-là quand vous discutez un moment du plan de formation, et d'essayer de faire en sorte que si on parle que de leadership, d'efficacité, de ROI, c'est pas la même chose que si on parle des questions d'adaptation au changement climatique, si on fait des formations à la médiation, par exemple, ou sur les stéréotypes de genre. On n'est pas du tout en train de construire la même organisation dans ces cas-là. Et ce changement culturel, c'est certain, c'est quelque chose qui concerne et qui passe avant tout peut-être par la direction et qui passe par le management. Donc, on a travaillé, nous, pendant 8 mois l'an dernier avec des coachs, des psys, une ancienne DRH, des managers, pour essayer d'identifier c'était quoi les compétences clés pour un management responsable, un management durable. On a créé une formation en plusieurs modules là-dessus. Là, vous avez les 5 compétences qu'on a listées, je vous les ai mises là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est des compétences importantes pour les managers, mais aussi pour vous qui avez à traiter de l'humain et qui êtes là. Donc, c'est parce que vous avez à nourrir et à nourrir le lien qu'il peut y avoir dans
dans votre entreprise. Donc, ces formations-là, elles peuvent être utiles pour vous également. Et c'est des compétences importantes. Je vous donne un exemple. Si vous êtes alerté, par exemple, sur un cas de harcèlement au travail, voilà, quelle posture adopter dans ces cas-là? Est-ce que c'est vraiment se retrouver, arriver à avoir une forme d'écoute, mais pas se positionner en tant que sauveur, par exemple? D'arriver à garder la bonne distance bienveillante, mais pas se retrouver dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman avec, la victime, le bourreau, le sauveur et puis, vous, finalement, vous vous retrouveriez à entretenir cette relation-là. Et pour arriver à sortir de ce type de schéma, il faut les connaître et pour ça, il faut être formé. Dernière piste d'action, voilà, c'est d'offrir aussi des fois un petit peu de légèreté. Je sais que c'est une période qui est anxiogène, les personnes ont aussi besoin de ça et de se rappeler que l'entreprise, c'est aussi un espace de convivialité qui les sort de leur petit monde. Voilà. On s'est aperçu de ce besoin, nous, avec l'équipe, parce qu'on a eu pas mal de demandes en ce sens-là. On a planché du coup sur des ateliers créatifs, récréatifs, écologiques pour la fin d'année. C'était des ateliers cuisine ou des ateliers de dégustation de chocolat en famille, ou voilà, ou même un atelier de bilan sur l'année 2020 pour essayer de manière ludique, mais de reconstruire, de réécrire cette année avec plutôt ces petits bonheurs plutôt que avec la lourdeur qu'elle a pu apporter. Donc ça, c'est important d'essayer d'offrir cette légèreté-là, d'amener des fois aussi des touches d'humour. Hein. On a eu un autre lot de mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des vrais fous rires pendant cette période. Et on peut oser aussi rire au travail. Je pense aux salariés d'Air France qui avaient réalisé en mai une vidéo rigolote sur les plantes au bureau qu'ils avaient appelées radioactives parce qu'elles avaient été capables de survivre aux 2 mois de confinement sans personne pour s'en occuper. Voilà. Et puis il y a je pense aussi, il y a 2 initiatives qui m'ont plu là ces derniers temps. J'étais aux Awards du bien-être au travail et il y a 2 entreprises qui ont été distinguées. Une agence qui avait mis en place un jeu qu'elle appelait Secret Story, où chaque salarié partageait un secret de manière anonyme et puis il y avait tout un jeu d'enquête pour essayer de retrouver qui était qui, à qui appartenait le secret. Quelque chose qui s'est fait complètement à distance, justement, parce qu'ils cherchaient à recréer du lien à distance. Et puis l'Office de tourisme de La Réunion également, qui a mis en place, eux, un système d'ange gardien pendant 1 mois pour arriver à… enfin voilà, qu'une personne, en gros, qui s'occupait de vous, mais vous ne saviez pas qui c'était. Voilà, c'est aussi une autre manière assez sympa, je trouve, de recréer du lien et d'amener un petit peu de jeu aussi dans l'entreprise. Voilà, en conclusion, moi je voulais terminer sur cette touche un petit peu légère, mais aussi important, c'est qu'on est en train de sortir d'une phase de résistance, avec là l'espoir peut-être du vaccin, d'un 2e déconfinement, mais on va pouvoir peut-être, on espère, entrer dans une phase un peu plus de résilience, de rebond, mais ça demande de faire un premier niveau d'introspection, à votre niveau également, et de faire le bilan de voilà, ce qu'a pu aussi peut-être apporter le virus, de réfléchir à son rapport au travail, aux habitudes de vie qu'on aimerait conserver et aux autres. Voilà. Céline, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Non, alors j'ai pas plus de questions. On avait ces quelques questions qui étaient liées donc plutôt sur l'aspect télétravail. Moi, en attendant, sur le chat, je vous ai remis voilà, les différents éléments dont Benjamin vient de nous parler. Donc voilà, les numéros de service d'écoute de télétravailleurs, de notre plateforme Wello, de nos 5 ateliers qui fonctionnent bien, puisqu'on a besoin d'un peu plus de légèreté en ce moment. Je vous ai également mis le lien des replays des horaires du bien-être au travail, voilà, qui peut être aussi très inspirant pour trouver des bonnes idées, des initiatives. Donc pour l'instant, je n'ai pas plus de questions, mais voilà, n'hésitez pas. C'est le moment, si vous voulez. J'ai mis les informations de contact, si vous aviez si vous souhaitez prolonger la discussion, et puis on va revenir en grand écran avec Céline.
Voilà, je vais également vous remettre, puisque je ne voulais pas partager avant, le lien. Vous pourrez retrouver les replays de nos webinaires Let's School. Hein. Benjamin vous a parlé du prochain qui arrive sur les rythmes de vie. Sachez qu'il y en a 7 déjà en replay sur voilà, différents aspects de l'activité. Ça peut aussi être une première étape pour vous, voilà, vous former de manière individuelle ou le partager et puis ensuite voilà, reprendre des actions. Donc, je vais vous partager ce lien-là. Est-ce que vous avez vous aussi des bonnes pratiques peut-être à partager? N'hésitez pas sur le chat ou sur la partie. Tac. Des choses que vous avez mis en place qui ont fonctionné. En tout cas, merci pour vos petits retours et cette présentation dynamique. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'être à deux quand même derrière l'écran que, que seul. Hop, je vous mets donc le lien au cas où. Et puis après, effectivement, vous aurez donc dans un email ou alors sur la plateforme Livestorm le replay, l'accès aussi au PowerPoint que vous vient de vous présenter. Et puis aussi également notre contact. Donc si vous avez des questions, des projets, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Guillaume de partager. Je vois un podcast du CSE mensuel, c'est une super idée. Donc avec à chaque fois un nouveau sujet. C'est ça, c'est comment on arrive à. Il faut arriver à innover et avoir. Voilà, c'est audacieux, je trouve, un podcast, mais c'est bien, c'est une bonne idée. Alors, on a encore quelques minutes, hein, donc Ouais. voilà. Bon, en tout cas, vous êtes beaucoup à nous remercier, ça fait plaisir. C'est sympa. Non, on espère que ça vous a été utile dans ces temps compliqués. Voilà, on a essayé de vous mettre quelques contacts, références aussi. C'est difficile, on ne sait pas si vous êtes dans des petites structures, si vous êtes dans des structures un peu plus grandes. Donc, je remonte petit à petit le fil du chat pour voir si à vous dire. Voilà, un autre message important, mais vraiment, j'en profite tant qu'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas, c'est d'arriver à prendre soin de vous hein, pendant cette période-là, parce que je sais que vous êtes, comme pas mal d'acteurs RH, voilà, vous avez été quand même sans doute beaucoup sollicité sur cette période, avec des gros changements dans votre organisation, dans le nombre de sujets à traiter. Et que voilà, il faut arriver à vous créer, ce que conseille une de nos intervenantes, c'est arriver à se créer des blocs, des temps, des blocs aussi pour soi dans la journée, pour pas se laisser déborder. Vous êtes beaucoup à être aussi, si j'ai bien compris, à être en télétravail là, donc arriver à créer ces temps-là, à ne pas vous laisser manger par les notifications, voilà. Puis c'est vrai que quand on est bien avec soi-même, quand déjà on se sent bien, on est plus à même de pouvoir aider les autres et du coup les collègues, les salariés. Donc c'est vrai que c'est déjà une première étape en fait. Cathy qui nous précise effectivement avec son site internet. J'utilise le site internet pour communiquer et un abonnement pour les auto-formations. Ouais, bah, c'est vrai que ça a été pour beaucoup de personnes, c'était un vrai temps aussi pour se former. Il y a voilà, avec l'utilisation des CPF ou d'autres choses. Et pour vous également, comme je disais, ça peut être aussi un temps, si vous êtes, certains sont peut-être moins sollicités pour vous former, profiter de cette période-là. Tout à fait. C'est vrai que j'aurais peut-être encore quelques-uns à écrire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous apporter des petites précisions. Et oui, effectivement, oui, Cathy, vous nous précisiez des cours en ligne pour vie personnelle et professionnelle. C'est vrai qu'on n'est pas restreint au milieu professionnel, mais en fait, tout est tellement interconnecté que effectivement, ça vaut le coup. Effectivement, Jean-Michel, vous aurez donc notre support sur la plateforme Livestorm, si je ne me trompe pas, ou qui vous sera également envoyé par mail après ce webinaire.
Oui, et des cours en ligne sur la vie personnelle et pro, c'est très important ce que dit Cathy, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a plus vraiment de frontières, il faut l'acter, il faut se dire que, voilà, il faut tenir compte de la personne entièrement. On a mis en place, nous, avec la plateforme Wello dont je parlais tout à l'heure de téléconsultation, en ligne, des sujets qui sont à la fois du pro, de comment on gère, je sais pas, un problème relationnel avec un collègue, et des sujets qui relèvent plus du perso, de renforcer sa confiance en soi ou de problèmes de santé sur l'alimentation, le sommeil, voilà. Et je pense qu'il faut être capable d'aborder ces différents sujets-là. Tout à fait. Bon, je crois que ce webinaire va toucher à sa fin. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Vraiment, on espère que voilà, ça vous aura été bénéfique. J'ai essayé de vous donner pas mal de liens. J'espère que vous avez pu les sauvegarder pour lire, vous documenter après. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous recontacter si vous avez d'autres questions.